Bonjour et bienvenue à Tout simplement Véro. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, les aliments diaboliques, réalité ou fiction. Le mois de la nutrition s'en vient, le mois de mars est à nos portes et c'est le mois où on prend le temps, ici du moins au Québec, pour apporter différentes informations sur le sujet. Et j'ai décidé d'y contribuer à ma manière avec ce podcast. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à me suivre et à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Tout simplement Véro. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quelque chose. Je fais un avertissement. Ce podcast n'est pas une prescription et n'est ni un diagnostic. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Alors, s'il y a des informations dans le podcast, s'il y a des informations que je divulgue qui vous touchent et que vous voudriez mettre en application dans votre vie, je vous recommande d'aller consulter un spécialiste de la santé de votre choix. Je saute directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire répondre à la question que je pose, les aliments diaboliques, réalité ou fiction? Pour moi, les aliments diaboliques n'existent pas. Mais avant de vous dire pourquoi les aliments diaboliques n'existent pas, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par alimentation diabolique. Un aliment diabolique, c'est celui socialement reconnu comme étant malsain pour le corps, celui qui contient trop de sucre, trop de gras, trop de sel. En partant de cette brève description ou cette brève définition de ce qu'est un aliment diabolique, je vous précise de nouveau que pour moi, les aliments diaboliques n'existent pas. Et pourquoi j'en suis arrivée là? C'est simple, pour moi, c'est ma relation avec les aliments. C'est mon historique qui m'amène aujourd'hui à officialiser que les aliments diaboliques n'existent pas. La seule chose qui est diabolique pour moi dans l'aliment, c'est la relation que j'entretiens avec la bouffe. Rien d'autre. Le problème, c'est Bibi qui ouvre la bouche, c'est pas l'aliment. Pour moi, il y a deux types d'alimentation, soit l'alimentation nutritionnelle ou l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, c'est l'alimentation qui sert à combler une sensation, un état et comme son nom le dit, une émotion. L'alimentation émotionnelle, elle est là pour répondre ou combler une peine, une tristesse. C'est l'aliment qui nous fait éviter d'aller à la source de la problématique. Par exemple, quand je pleure, puis que j'ai le goût de manger du chocolat, j'ai le goût de manger un sac de chips, peu importe quel est votre aliment confort lorsque vous avez de la peine, bien, cet aliment-là sert à apaiser la sensation et l'émotion, mais ne vous donnera pas d'informations sur qu'est-ce qui a entraîné le désir. Pourquoi vous avez de la peine? Vous savez la raison probablement parce qu'il y a un événement X, mais en arrière de tout ça, pourquoi vous avez besoin de l'aliment pour ressentir ou de vivre l'état actuel des choses? C'est ça l'enjeu. Puis quand on veut sortir de l'alimentation émotionnelle, une des stratégies utilisées, c'est le contrôle. La valse des régimes, les détox, le rééquilibrage alimentaire, toutes ces méthodes-là ont servi au fil des années à me procurer un magnifique plaster pour éviter d'aller chercher la réponse à la problématique, puis aller découvrir pourquoi, puis porter à me nourrir d'aliments quand j'ai pas faim. Pour moi, tous les types de régimes, toutes les détox et les rééquilibrages alimentaires ne sont pas un mode de vie que je vais réintégrer. C'est terminé pour moi de passer par le contrôle. Moi, j'ai bien plus de plaisir à développer la curiosité de faire comme « Ah, ma grande championne, t'as encore le goût de manger un sac de chips. Pourquoi? C'est quoi qui est en arrière de ça? » C'est bien plus intéressant, cette relation-là avec la nourriture, que toutes les obligations de « Tu peux pas manger ça, puis là, si tu as mangé ça, t'as-tu calculé tes calories? T'as-tu pensé à le mettre dans ton livre de suivi alimentaire? » Ah oui, puis souvent dans les programmes comme ça, il y a des cheat days, là, fait que tu fais attention, puis là, après ça, tu relâches. Pour moi, la relation avec la nourriture devient un geste complètement désorganisé. Là, je prends le temps quand même de faire une parenthèse. Je n'inclus pas ici tous les modes de vie, toute l'alimentation basée sur une valeur. On n'est pas à la même adresse, ce n'est pas la même chose. Si je décide de retirer un aliment parce qu'il ne fait pas partie de mes valeurs, bien, il y a plus de conscience ici que dans l'autre que je retire l'aliment parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui m'a recommandé de l'enlever de mon alimentation. Une fois que j'ai réalisé qu'il y avait cette alimentation émotionnelle, bien, j'ai dû prendre contact avec l'alimentation nutritionnelle. Cette alimentation-là, c'est l'alimentation qui répond aux besoins vitaux.
Le défi avec l'alimentation nutritionnelle, c'est qu'il faut être en contact avec soi. Et surtout tous ceux et celles qui ont fait des régimes puis qui se sont déconnectés des signaux de leur corps, qui ne sont pas capables d'identifier quand est-ce qu'ils ont la satiété, quand est-ce qu'ils sont rassasiés. La relation avec la confiance, la relation avec son corps, avoir confiance en son corps n'est pas quelque chose d'inné quand on a passé par une démarche de régime, quand on a passé par une démarche de contrôle. L'alimentation nutritionnelle exige d'être connecté à soi, d'être à l'écoute de ses signaux, d'accepter d'avoir son propre rythme. Ça veut dire que je ne vais pas manger en même temps que mon chum parce que lui, il a faim puis moi, j'ai pas faim. Je ne vais pas manger le même repas parce que c'est ça qu'il y a à la table si c'est pas ça que j'ai envie de manger. L'alimentation nutritionnelle demande d'avoir confiance dans son corps, de savoir sentir, détecter quand on a atteint notre satiété, de savoir prendre contact avec ces sensations physiques-là qui nous disent « Oh, ta faim a disparu ». Ça, c'est la satiété. Et aussi de prendre connexion avec le rassasiement, lui qui est lié beaucoup plus à l'arrêt de la motivation de manger. Ça veut dire que là, on passe dans l'envie. Là, j'ai plus envie de manger cet aliment-là, il m'apporte plus de plaisir. Alors ça, c'est le rassasiement. Tous ces éléments-là sont inclus dans l'alimentation nutritionnelle. Les deux types d'alimentation nutritionnelle et émotionnelle sont en nous. Ce qui est important, c'est de ne pas nier un et l'autre, c'est de savoir vivre dans l'équilibre et accepter qu'ils sont là. Comme je le disais, j'en ai fait des régimes, je ne les nommerai pas parce que je ne veux rien identifier, là, mais j'en ai vraiment fait autant des populaires que des moins connus. J'ai fait des différents plans avec des différents programmes, puis tant que je ne me suis pas posé la question ultime, tant que je ne suis pas allée chercher la réalité, la vraie problématique, bien, j'ai continué à avoir une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. Pourtant, là, j'ai été éduquée dans un environnement sain. Mon environnement familial avait une belle relation avec la nourriture. La nourriture était bonne, c'était sain. Le défi n'était pas à la maison, là. Il était dans ma tête. Tant que je n'ai pas travaillé sur mon estime, tant que je n'ai pas travaillé sur ma confiance, tant que je n'ai pas vraiment contacté ce que ça veut dire s'aimer vraiment, là, tu sais, l'amour de soi. Là. Moi, ces éléments-là ont fait que j'ai vécu une relation dysfonctionnelle avec la nourriture. En utilisant différents programmes, en me laissant déconnecter de ma relation à moi-même, bien, j'ai complètement diabolisé des tonnes et des tonnes d'aliments. Ma relation avec la nourriture a changé, comme je le disais, la journée où je me suis dit « et si tu commençais par t'aimer toi-même? » Et je me suis posé la question suivante. Si on m'annonçait aujourd'hui que je n'avais plus la possibilité de délester du poids, quelle serait ma relation avec moi-même? Je vous le dis, là, ça m'a vraiment ébranlée. Parce que c'est quelque chose que je me posais, là, puis que je réfléchissais. Hey, mais si je restais en surplus de poids, et si je restais grosse, comment je pourrais vivre là-dedans? Parce que dans le fond, en arrière de ça, il y a toujours une maudite quête de la minceur qui, pour moi, là, c'est mon enjeu à moi, là. Puis, elle n'est pas appuyée sur aucune campagne publicitaire ou rien pantoute ou un désir de plaire à l'homme ou à l'amoureux, l'amoureuse. Là. Non, pantoute, on n'est pas là, là. Moi, là, la bébite est dans ma tête et j'alimentais, je vais parler au passé, j'alimentais que je ne serais pas complètement heureuse, je ne serais pas complètement dans le bonheur tant et aussi longtemps que je serais grosse. Alors, c'était facile pour moi de diaboliser des aliments. Mais la journée où je me suis dit « Hey, championne, si demain tu peux rien changer puis qu'on dit « T'es fixé comme ça et tu restes comme t'es physiquement, quelle est ta relation avec toi-même? » J'en ai pleuré. Je l'ai pleuré longtemps. Mais je me suis dit « Et si c'est ça, Véronique, qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'ai décidé de me relever les manches et de me regarder en face et de voir ma relation avec moi plutôt que de ma relation avec l'alimentation, avec l'entraînement, avec les autres. À partir de ce moment-là, je me suis permise de faire certaines recherches, voir si des gens ont vécu quelque chose de similaire, puis qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moyen pour avoir une relation saine, une relation équilibrée avec la nourriture. J'ai eu l'opportunité de tomber sur la chaîne de Cindy Gagnol et à l'écoute de ses capsules vidéo, j'ai l'opportunité d'apporter un tout nouveau langage avec la nourriture qui m'a obligée, non, je ne l'ai fait pas par obligation, je l'ai fait parce que je le voulais, qui m'a
amené à m'observer, à amener des hypothèses et faire des tests pour pouvoir valider si mon hypothèse était bien placée. Ça veut dire, accepter d'aller jouer dans mes bébites puis accepter d'aller voir qu'est-ce qui est derrière de ça. Quand je m'assois le soir à 10h, 11h, puis que je vais aller me chercher quelque chose à manger, c'est-tu parce que je suis trop fatiguée mais que je veux rester debout ou puis j'écoute pas mon besoin de sommeil? Fait que là, dans le fond, j'accepte de manger parce que j'accepte de ne pas être à l'écoute d'un autre besoin vital qui est le sommeil. Le point, c'est que j'ai transformé ma relation avec la nourriture et j'ai adoré avoir ce parcours-là, une curiosité magnifique. Vous n'avez pas idée à quel point c'est tellement satisfaisant de pouvoir se sentir libre face à l'aliment. Le plaisir d'être dans cet espace-là, c'est pour moi, qui a été pendant tant d'années dans le contrôle, une liberté magnifique. C'est juste de vous en parler, là, je sens à quel point je pourrais voler à tel point. C'est tellement libérateur. Puis tout ça a été possible parce que j'ai apporté plus de conscience dans ma relation avec la nourriture, ma relation avec la bouffe. Avec tout ce que je viens de vous échanger, je pense que chacun des éléments démontre ma logique, démontre le pourquoi, moi, il n'y en a pas d'aliment diabolique. Il y a juste la personne qui est en arrière de l'aliment ou qui est en face, peu importe, qui diabolise ou qui développe une relation dysfonctionnelle avec cet aliment-là. L'aliment n'a pas besoin d'avoir d'étiquette. Il faut se responsabiliser, puis il faut se gérer. Il faut apprendre à accepter, à aller au fond de soi, puis de voir pourquoi on diabolise l'alimentation. En terminant, je vous souhaite sincèrement de ne pas remettre votre relation avec la nourriture entre les mains d'une méthode ou d'une personne qui est à l'extérieur de vous. Je vous souhaite de faire confiance à votre corps, de développer cette relation-là intime avec votre corps qui vous permet de prendre des décisions, puis de savoir quand est-ce manger, puis quand est-ce ne pas manger, puis en quelle quantité manger, parce que le corps, lui, il sait. C'est une magnifique machine, le corps humain, puis il est au courant de tout ça. C'est le mental, puis c'est l'environnement qui complexifie la donnée. Je vous souhaite aussi d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter votre réalité et une fois ça fait, ça permet d'avoir un regard beaucoup plus détaché vers les aliments, vers la nourriture. Et comme je vous le disais, je vous souhaite de développer une relation, cette écoute de votre corps pour que vous puissiez vous sentir tellement bien. Quand je préparais ce podcast-là, je suis tombée sur une citation d'Angèle Ferreux tirée de l'épisode 174 de Métamorphose podcast. Et la citation va comme suit. « Si on ajoute de la conscience, peu importe ce qu'on mange, on en viendra forcément à bien manger. » Je trouve que cette phrase résume extrêmement bien l'intention que j'ai tenté tout au long des dernières minutes de vous présenter. Ça ne sert à rien de diaboliser des aliments. Développer une relation de conscience et avec la nourriture, forcément, vous allez bien manger. Maintenant, restera à définir c'est quoi le concept de bien manger. Mais là, ça sera le thème d'un autre podcast. C'est ce qui m'a fait au partage de cette semaine. Je vous remercie énormément d'être là. J'en profite pour vous inviter à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Et d'ici notre prochain partage, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Au revoir!